le ministre d'État, gouverneur de la ville de Kinshasa, pour sa correspondance et sa décision. La parole est à Monsieur Étienne Tshisekedi. Monseigneur le Président, honorables conférenciers et chers collègues, nous voici enfin sur le point de poser notre premier acte de démocratie et de liberté, idéaux pour lesquels des compagnons d'infortune et moi-même avons lutté et consacré toute notre vie durant ces 12 dernières années. En effet, il y a 12 ans, un groupe de compatriotes connu sous le nom de 13 parlementaires, parmi lesquels votre serviteur, prenait le courage d'engager notre peuple meurtri sur la voie qui mène vers la liberté et le progrès social. Tout au long de notre combat, nous n'avons jamais douté un seul instant de la victoire finale. Nous n'avons jamais douté que tôt ou tard, notre peuple comprendrait le sens profond de notre démarche très périlleuse, certes, mais ô combien noble et salvatrice. Aussi est-ce avec une réelle satisfaction et surtout avec beaucoup d'espoir que j'observe cette prise de conscience extraordinaire des enjeux de notre pays par notre peuple, dont le courage, la détermination, le sacrifice ont permis, contre vent et marée, la tenue de cette conférence nationale souveraine. Que notre peuple trouve ici l'expression de nos chaleureuses et sincères félicitations. Et c'est ici aussi, honorable conférencier, le lieu de vous rendre un hommage mérité pour votre endurance, pour votre lucidité et pour votre grande ténacité, afin que triomphent les aspirations profondes de notre peuple au changement radical. Hommage enfin à tous ceux qui ont donné leur vie pour l'indépendance et pour la démocratie dans notre pays. À vous tous,
hommes, femmes, jeunes et vieux, qui avaient accepté de mourir et de souffrir pour notre pays, je réitère solennellement mon engagement ferme à consacrer tout le reste de ma vie à la défense de la démocratie et à l'éclosion du progrès social de notre peuple. Voilà pourquoi, chers frères et sœurs conférenciers, poursuivant notre combat, je n'hésite pas à vous proposer mes modestes services aux lourdes charges de Premier ministre de la Transition. Cette haute fonction, je la considère comme celle d'autorité, d'impulsion et de rassemblement de toutes les filles et de tous les fils de ce pays pour relever le défi de la crise actuelle. D'abord, fonction d'autorité dans la mesure où le Premier ministre, conformément aux prérogatives à lui dévolues par l'acte portant disposition constitutionnelle et relative à la transition, est appelé à décider des grandes orientations de l'action gouvernementale, à assurer l'unité administrative et politique du gouvernement par les instructions et directives qu'il donnera au ministre et à faire exécuter les décisions de la Conférence nationale souveraine ainsi que les lois de la République. C'est au Premier ministre qu'il appartiendra d'arbitrer les conflits d'attribution et de toute autre nature entre les membres du gouvernement. Il devra veiller aussi à l'exécution par eux des décisions prises par le Conseil de ministres. Ensuite, fonction d'impulsion, car le Premier ministre de la Transition prendra et fera prendre toutes les initiatives susceptibles de permettre au gouvernement d'atteindre les objectifs à lui assignés par la Conférence nationale souveraine dans le domaine politique, économique, social et culturel. Enfin, fonction de rassemblement, car il devra tenir compte de l'appui de tous, et raison pour laquelle le Premier ministre de la Transition mettra tout en œuvre pour rassembler le plus de compatriotes possible autour de l'action du gouvernement et de l'idéal du changement. Peut-il d'ailleurs en être autrement alors que l'un des objectifs majeurs de la Conférence nationale souveraine est justement la réconciliation nationale. Monseigneur le Président, honorables conférenciers et chers collègues, c'est ici l'occasion de rappeler que pendant la longue lutte que nous avons menée pour la démocratie, nous n'avons jamais combattu les individus. Nous nous sommes insurgés contre un système qui a avili notre peuple et qui a fait la honte de notre pays en ce XXe siècle finissant. Dès lors que tout le monde s'engage réellement et sincèrement
à enterrer ce système odieux de la Deuxième République, peut-il y avoir des raisons objectives de croire que nous ne puissions jamais nous réconcilier? Peut-être devons-nous tout simplement préciser que la réconciliation ne signifie pas la compromission, mais renonciation au mal et conversion au bien. Entendu ici comme exigence de justice, de démocratie, de patriotisme, de la primauté de la règle de droit et de la raison, ainsi que du respect de la personne humaine. C'est dans ce sens, honorable conférencier, qu'il faut comprendre notre silence tout au long des travaux de la Conférence nationale souveraine jusqu'à ce jour. Nous nous sommes astreints à une trêve politique pour laisser les processus démocratiques et la dynamique de la Conférence nationale souveraine se développer sans interférence. Ce faisant, nous tenons à marquer sans équivoque ni arrière-pensée notre volonté inébranlable de laisser nos concitoyens longtemps muselés s'exprimer et pas entraver la réconciliation nationale âprement désirée par tous. Ainsi, dois-je saisir cette occasion pour proclamer solennellement mon pardon à tous ceux qui m'ont fait du mal pendant la lutte que j'ai menée pour l'instauration de la démocratie. Ainsi, répétais-je, dois-je saisir cette occasion pour proclamer solennellement mon pardon à tous ceux qui m'ont fait du mal pendant la lutte que j'ai menée pour l'instauration de la démocratie chez nous. Ce pardon marque ma volonté de diriger un gouvernement qui soit celui de toutes les Zaïroises et de tous les Zaïrois. C'est pourquoi je compte, si vous me renouvelez votre confiance, le composé de toutes les grandes tendances politiques que connaît notre pays. Car je suis déterminé à conduire une transition qui soit la plus pacifique possible.
Mais cette réconciliation ne serait qu'un leurre si nous ne parvenions pas à garantir la paix civile et le bien-être économique et social à nos populations. C'est pourquoi, si votre suffrage m'était acquis, le gouvernement que je formerai n'aura de cesse que d'atteindre très rapidement ses objectifs dans le cadre de la politique globale et sectorielle définie par la Conférence nationale souveraine. Au plan politique, il est de la plus haute importance, 1. de faire du Zaïre un État de droit, 2. de mettre en place à bref délai toutes les institutions territoriales décidées par la Conférence nationale souveraine. 3. de conduire un pacte social avec tous les partenaires concernés. 4. d'accorder les partis politiques et leurs leaders sur un code d'éthique minimum à observer dans leurs activités. 5. de réhabiliter les forces de l'ordre pour les transformer en forces de sécurité véritablement au service des citoyens et protectrices de l'ordre public démocratique. 6. d'assurer partout le respect des droits de l'homme et le rétablissement dans leurs droits des personnes en ayant été privées. En matière de relations extérieures, le gouvernement de transition attachera le plus grand prix à relancer de toute urgence la coopération avec nos partenaires bilatéraux et multilatéraux. Qu'il me soit permis à cette occasion d'associer ma voix à celle de notre auguste Assemblée et à tant d'autres compatriotes pour remercier nos partenaires extérieurs qui, par la rupture de la coopération avec la Deuxième République et le soutien tant matériel que moral apporté à la Conférence nationale souveraine, ont prouvé leur solidarité avec notre peuple dans sa lutte de libération de la dictature. Qu'ils sachent que notre victoire sera la leur, car c'est seulement quand nous aurons été libérés des pesanteurs de l'autocratie, quand nous aurons été mis dans des conditions où chacun peut donner le meilleur de lui-même, que nous serons de véritables partenaires pour eux et non une charge encombrante. La réalisation des préalables politiques ci-dessus créera un environnement favorable aux mesures d'assainissement économique et financier que le gouvernement de transition devra prendre pour arrêter la dégradation accélérée des secteurs vitaux de la nation et préparer dans la sérénité les prochaines échéances électorales. Au plan économique, sans préjudice des décisions de la Conférence nationale souveraine, l'urgence sera de mettre fin à l'hémorragie financière, de ramener les dépenses publiques à un niveau compatible avec les ressources réelles de l'État et de reprendre les négociations avec la Banque mondiale et le Fonds monétaire international. Ces actions
sont destinés à déclencher le processus de stabilisation de la monnaie et de la maîtrise de l'inflation. Afin qu'il puisse porter des fruits, ce processus devra être appuyé par un programme de relance de la production. À cet effet, le gouvernement de transition s'emploiera 1. À maximaliser les recettes de l'État. 2. À réhabiliter progressivement les routes et les autres voies de communication. 3. À assainir l'environnement économique et financier de la nation. 4. À assurer l'approvisionnement régulier du pays en produits pétroliers. 5. À étendre l'installation du courant électrique à travers le pays. 6. À assainir la gestion des entreprises publiques. 6. À assainir la gestion des entreprises publiques et celle du portefeuille de l'État de manière à accroître leur contribution à la relance de l'économie. Au plan social, les priorités seront les suivantes. 1. La reprise de la vie académique normale au sein des universités et des instituts supérieurs. 2. La réhabilitation sélective, dans un premier temps, des infrastructures sanitaires, de façon à doter chaque province d'au moins une formation médicale viable et à grande capacité d'accueil. 3. La réorganisation et la réglementation rigoureuse du secteur pharmaceutique. 4. L'amélioration des conditions de travail du personnel enseignant, médical et paramédical à tous les niveaux. Et 5. La définition d'une politique salariale juste et décente. Monseigneur le Président, honorables conférenciers et chers collègues, je ne saurais terminer ce mot de présentation de candidature sans réaffirmer la nécessité absolue de restaurer dans notre pays les valeurs morales et spirituelles sans lesquelles aucune société moderne ne peut connaître un vrai développement. Aussi, le gouvernement de transition fera-t-il tout ce qui est dans son pouvoir pour mener une lutte acharnée contre les antivaleurs sur lesquelles la Deuxième République était fondée? Notamment la corruption, la concussion, le mensonge érigé en méthode de gouvernement, la cupidité, le gain facile, l'égoïsme, le matérialisme et j'en passe. Par ailleurs, l'état de droit doit être sauvegardé et tous, nous devons faire montre du plus grand respect des institutions de la République telles que définies par l'acte portant dispositions constitutionnelles relatives à la transition et les recommandations de la Conférence nationale souveraine. Car dorénavant, cet acte et ces recommandations constitueront le socle de tout l'édifice de la transition.
Monseigneur le Président, honorables conférenciers et chers collègues, vous aurez certainement remarqué que je me suis limité à indiquer les principaux axes de l'action gouvernementale que je me propose de conduire une fois porté par vous aux fonctions du Premier ministre de la Transition. Cela tient à la fois à la nature spécifique de la transition et au cadre même de mon intervention. Il va de soi que fort des décisions et recommandations de la Conférence nationale souveraine, le gouvernement de transition vous présentera, si nécessaire, un programme d'action détaillé et complet. Enfin, m'adressant à notre peuple, il n'est pas nécessaire de rappeler que le gouvernement de transition n'opérera pas de miracle pour répondre du jour au lendemain à votre attente immédiate. Vos attentes qui sont manger à votre faim, vous vêtir décemment, soigner votre santé et payer les études de vos enfants. Le niveau de destruction de notre économie exigera de tous le travail, l'effort, l'abnégation, la patience, la foi en soi et la confiance dans le gouvernement issu de la conférence nationale. Mais, chers compatriotes, vous pouvez envisager l'avenir avec sourire et optimisme, car le gouvernement que j'aurai l'honneur de diriger, si vous en décidez ainsi, sera un gouvernement totalement voué à votre service exclusif. Car sa méthode de gestion sera la transparence tous azimuts. C'est ainsi que je termine. Monseigneur le Président, honorables conférenciers, chers collègues, à dire à notre peuple tout entier à son service. Merci. Nous remercions M. Étienne Tshisekedi pour sa déclaration. Nous continuons. Nous continuons. La séance continue.